La localité de Diakha dans le Bandafassi se dote enfin d'un centre secondaire d'état civil, une vieille doléance des populations satisfaites avec pour objectif final avoir d'ici 2021 zéro naissance, zéro décès et zéro mariage non déclaré. Benoît Sambou donne une leçon de morale aux jeunes de Ziguinchor. Selon le président de la Commission nationale du dialogue des territoires, l'ambition des jeunes de Ziguinchor ne doit plus être que de conduire des motos Jakarta, d'où son appel aux autorités étatiques pour les accompagner. Jour de vote au Burkina Faso, des Burkinabés appelés à élire leur nouveau président ainsi que leurs représentants à l'Assemblée nationale. Le docteur en études du développement, Cheikh Tidiane Dièye, donne son pronostic et pense que le président sortant, Roch Marc Christian Kaboré, a une longueur d'avance sur ses 12 autres adversaires. Vous l'entendrez, il était l'invité de Bayoumar Gueye dans Objection de ce matin. Vous aurez droit à la rétrospective des faits marquants qui vous sera présentée par Odile Minkilan. Voilà pour les titres, le développement c'est après ceci. Adji Fatou Bari. Pape Abdoulaye Dièye est à la technique. Bienvenue à toutes et à tous. Le Diakha, dans la commune de Bandafassi, affiche le sourire. Un centre secondaire d'état civil y est érigé avec comme objectif visé à compter de 2021, zéro naissance, zéro décès et zéro mariage non déclaré. Boubacar Tamba. Kouta étrenne son centre secondaire d'état civil et c'était le prolongement d'un besoin de vivre dans cette partie du Diakha. Témoignage. C'était une nécessité parce que quand on constate la distance que cette zone traversée pour aller chercher des actes d'état civil, on sent nettement que c'était une nécessité pour elle. Et aujourd'hui, il est annoncé l'organisation d'une audience foraine dans cette zone. Ça va régler beaucoup de problèmes? Effectivement, ça va non seulement régler les problèmes de déplacement, mais aussi ça va renforcer sur le fait que nous avons l'intime conviction de transférer en tout cas les infrastructures socio-économiques de base auprès des populations au niveau de la base. C'est juste joindre l'utile à l'agréable qu'il y aura une audience foraine au niveau du centre secondaire de Samet. Zéro naissance, zéro décès et zéro mariage non déclaré. C'est l'objectif que le maire de Bandafassi s'est fixé en 2021, Mamadou Yeroba. Je les inviterai au chef de village de redoubler d'efforts à recenser les nouveau-nés. C'est dans ce sens que je vais impliquer les imams. S'il y a décès dans le village, c'est l'imam qui va présider la prière. S'il y a mariage dans le village, c'est l'imam qui va sceller le mariage. Donc nous avons jugé nécessaire de doter tous les imams des carnets de village pour qu'ils puissent faire des déclarations à la suite. Nous avons toujours continué à innover parce que nous avons hérité un état civil en état de délabrement avancé. Le Diakha sera les premiers pas de l'informatisation. Le centre secondaire sera informatisé. Un spécialiste de l'état civil y officiera en attendant la formation d'un jeune du Diakha. Boubacar Tamba, de retour de Samekouta pour Sud FM. Le sous-quartier de la cité Charbon et le quartier de Gouré-Bali ont accueilli la 3e édition du Forum des quartiers, un cadre d'échange et d'expression des préoccupations des populations pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Mamadou Kassé, le directeur général de la SICAP et concepteur de cette formule, s'en est ouvert à Boubacar Tamba. Le concept est très simple. Il s'agissait pour nous de donner la parole aux populations. C'est-à-dire que nos différents responsables s'organisent avec les notables, les associations de jeunes, les associations de femmes pour nous accueillir dans leur quartier, dans le cadre d'un forum, pour qu'on puisse apprécier l'étendue des problèmes que les populations vivent, mais que ces populations doivent traduire de leur propre voix. Nous nous limitons après à recueillir ces propos, à les analyser et ensuite à produire ce qui s'appellerait à la fin un mémorandum des quartiers. Et c'est sur la base de ce mémorandum qu'effectivement nous saurons quelles solutions il faut préconiser pour cette ville de Tambacounda dont les quartiers périphériques souffrent énormément de questions telles que les questions de restructuration urbaine, incluant l'absence de lotissement régulier, l'absence d'électricité, l'absence de voies d'accès, l'absence d'eau potable, entre autres. Les forums commencent à connaître un grand succès et d'ailleurs avec un aspect très très populaire où participent les délégués de quartier, les présidents de CDQ, les présidents d'ASC, les groupements de femmes, toutes les composantes de ces quartiers participent activement à ces forums qui commencent à prendre de l'ampleur.
Donc nous nous en réjouissons parce que vous avez remarqué la forte mobilisation qu'il y a eu à la Cité Charbon où nous avons été accueillis avec des bidons vides pour montrer effectivement que le problème réel de la Cité Charbon, c'était d'abord des problèmes d'eau et les femmes ont également allumé des bougies pour dire qu'elles vivent dans le noir et que les problèmes d'insécurité sont au centre de leurs préoccupations. C'était Mamadou Kassé, directeur général de la SICAP. La jeunesse de Ziguinchor ne doit pas avoir comme seule ambition de conduire des motos Jakarta, déclare Benoît Sambou, président de la Commission nationale du dialogue des territoires. Il estime qu'il faut accompagner cette jeunesse, sinon il est impossible de relever les défis du développement et de l'émergence. Benoît Sambou était au quartier Grand Dakar à Ziguinchor, où il était parrain du mouvement Eloupaï. Benoît Sambou est avec Ignace Ndé. Le président a déjà atteint les objectifs de 500 000 emplois qu'il avait promis. Maintenant, il faut aller davantage parce que la demande est actuelle. Les jeunes sont encore dans le désarroi, donc il faut aller encore plus loin dans la réflexion et dans la mise en place des solutions. Et j'ose espérer que la jeunesse de Ziguinchor pourra bénéficier davantage de l'accompagnement des pouvoirs publics parce que, encore une fois, je le dis ici, si nous n'aidons pas cette jeunesse, si nous n'accompagnons pas cette jeunesse, nous ne saurons pas relever les questions qui nous imposent à nous, qui sont les questions de développement et d'émergence. Chaque jeunesse désemparée ne doit pas avoir comme seule préoccupation ou perspective que de conduire des Jakarta. Cette jeunesse, c'est une jeunesse formée, c'est une jeunesse dynamique. Elle doit aujourd'hui être rassurée et sentir qu'elle est au cœur des préoccupations et des actions des pouvoirs publics. Je prends ici l'engagement d'être aux côtés de la jeunesse de Ziguinchor. Je prends l'engagement ici d'apporter des solutions structurantes, des solutions claires et prouvées pour accompagner cette jeunesse-là. Parce que les populations aujourd'hui ont besoin d'une nouvelle démarche. Les populations sont fatiguées des discours creux. Les populations sont fatiguées des promesses sans lendemain. Les populations ont besoin de concret. Les populations ont besoin d'être accompagnées. Les populations ont besoin de nous sentir à côté d'elles. Les populations ont surtout besoin que nous apportions des réponses immédiates à leurs préoccupations quotidiennes. Et c'est dans cela que je vais m'inscrire et c'est dans cela que désormais je vais m'engager. Toute autre chose ne me préoccupe pas. Ma seule préoccupation désormais, c'est d'accompagner les femmes et les jeunes de Ziguinchor pour relever le défi du développement, pour relever le défi de l'émergence, pour relever le défi de l'emploi, pour relever le défi de la paix en Casamance. C'était donc le plaidoyer de Benoît Sambou, président de la Commission nationale du dialogue des territoires pour les jeunes de Ziguinchor. À Saint-Louis, l'association de solidarité sportive, culturelle et artistique nationale a démarré sa formation des jeunes en utilisant chez eux le sport et son potentiel comme vecteur transformation nationale, sociale plutôt. Il s'agit du projet JO qui concerne 30 jeunes issus de 6 quartiers de Saint-Louis, un projet financé par l'Agence française de développement en partenariat avec l'ONG Play International. Les détails avec Yves Tendeng. Après une première phase qui consistait à cibler les différents jeunes des 6 quartiers ciblés par le projet EJO, l'heure était cette fois-ci à la formation proprement dite, renseigne Insa Diagne, secrétaire exécutif à l'ASCAN, par ailleurs responsable du projet. Aujourd'hui vous êtes là, c'est aussi pour venir s'associer à nous et participer à cette période de première formation, de premier module de formation concernant donc les 30 animateurs ici des 6 quartiers qui sont engagés dans ce projet. Donc cette formation déroulée avec donc Play International, cette formation qui vise donc à former ces jeunes animateurs pour être ces vecteurs de ces messages et de cet objectif éducatif qu'on veut faire atteindre auprès des enfants qui seront aussi des bénéficiaires directs de ce projet EJO. Venu prendre part à la séance de formation en tant que président d'honneur de l'ASCAN, Aziz Fall d'approuver le travail de cette association. Je crois que le schéma qui a été prévu par ASCAN, qui consiste à utiliser le sport comme instrument éducatif, est très bien adapté car quand on est jeune, on a souvent énormément d'énergie et c'est l'occasion de canaliser ces énergies-là vers un objectif précis, c'est-à-dire la préparation à la vie citoyenne. De leur côté également, les présidents de conseil des 6 quartiers ciblés par ce projet expriment leur entière adhésion à ce projet.
Abdoulaye Mbeng porte leur parole. En l'occurrence, le conseil de quartier de Pikine, Balakos, Ndiolofène Sud Siréniak, Léona HLM, Ndartout, Ndiolofène. Je pense que quand on parle des jeunes, le résultat final, c'est toujours l'encadrement, mais aussi la formation que vont bénéficier ces jeunes-là, surtout la cible qui est des enfants, n'est-ce pas, de 6 à 15 ans. Je pense que ce sont des jeunes, eux qui vont bénéficier de ça, au lieu de les laisser dans la rue comme ça. Ils vont trouver un cadre pour s'épanouir, mais aussi apprendre également dans ce qu'ils aiment le plus, qui est le sport et les jeux. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. 7e édition de parrainage des élèves vulnérables dans la région de Ziguinchor. La particularité de cette année est l'introduction de la CMU dans ses actions de parrainage. Sidia Tchane, le président de l'association La Boussole, est au micro de Ignace Ndeye. Bon, la 7e édition, sa particularité, c'est qu'en dehors des autres éditions, tous les enfants vont bénéficier de la CMU, de la couverture maladie universelle. Parce que nous avons remarqué qu'une œuvre humaine, ça s'évalue. La plupart des élèves qu'on parraine au mois de mars, avril, parfois ils tombent malades janvier, février. Et le parent, puisqu'il est vulnérable, il ne peut pas payer les fournitures. Donc ce que l'on fait, on va coupler le parrainage à la CMU pour permettre à l'enfant, on ne souhaite pas qu'il tombe malade, que personne ne tombe malade. Mais si par extraordinaire il tombe malade, la CMU est là, le parent n'a pas de souci à se faire pour qui. Donc la 7e édition, c'est notre fierté parce que nous sommes là depuis 2011 et nous sommes là et on n'a pas raté d'édition. Chaque année nous réalisons la 7e édition avec la présence de la Covid-19. On avait la peur de notre vie depuis le mois de mars. Toutes les activités au sein de la Boussole étaient cessées avec ce fameux restez chez vous. Bon, mais quand les restrictions étaient vraiment allégées, on s'est levé, on est parti vers les partenaires et on a vraiment sauvé ce qu'on pouvait sauver. Cette année, 45 enfants en ont bénéficié parce qu'on avait eu un temps très court pour vraiment identifier les enfants. Sidia Tchane, donc président de l'association La Boussole, et puis l'inspecteur d'académie de Ziguinchor qui a présidé cette cérémonie, estime qu'il faut prêter attention particulière aux enfants vulnérables à la déperdition scolaire. Cher Faye, inspecteur d'académie de Ziguinchor, est au micro de Ignace Ndeye. C'est une association dont l'action s'inscrit en droite ligne avec la composante 2 du plan sectoriel paquet qui voudrait qu'on prête une attention particulière aux enfants à besoins éducatifs spéciaux, mais également aux enfants vulnérables à la déperdition scolaire au nom de l'équité. Et nous tous, nous savons que pour réussir la scolarisation universelle tant souhaitée, il nous faut également faire preuve d'inclusion dans les approches, mais également prêter attention à cette catégorie-là qu'il nous faudra accompagner à tous les niveaux. Parlant de la vulnérabilité à la déperdition scolaire, tout le monde s'accorde à dire qu'il y a des facteurs directs, n'est-ce pas, liés donc à l'organisation de l'école, à la pédagogie, n'est-ce pas, à la motivation des élèves, mais également il y a les facteurs indirects ou n'est-ce pas, liés n'est-ce pas, au statut social, si vous voulez bien, des parents de l'élève, leur niveau d'éducation, etc. Autant on est en tant qu'institutionnel à mesure de prendre en charge, n'est-ce pas, les facteurs directs, autant pour les facteurs indirects, on a besoin de l'appui, de l'accompagnement de structures faîtières comme l'association La Boussole et autres, comme ces partenaires de la coalition nationale pour l'éducation pour tous, pour un tout petit peu agir aussi bien en amont qu'en aval dans la déperdition scolaire. C'est pourquoi nous les remercions. C'est la 7e édition. J'ai eu la chance de participer à cette édition, mais je suis là pour marquer mon soutien, mon accord, également mon engagement à accompagner ce genre de structure parce que nous pensons que c'est une forme de contribution à la prise en charge de l'équité au niveau de l'éducation. Vous venez de suivre les propos de l'inspecteur d'académie de Ziguinchor, Cher Faye. Un mot de santé à présent avec la situation de la pandémie de Covid-19 au Sénégal. 17 nouvelles contaminations, dont 10 issues de la transmission communautaire. C'est le bilan de ce dimanche. Par ailleurs, 23 patients ont recouvré la santé. Le point complet du jour, c'est avec Dr Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention. Sur 891 tests réalisés, 17 sont revenus positifs.
soit un taux de positivité de 1,91%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons 7 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée, aériennes, maritimes et terrestres. Et nous avons eu 10 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Thiès 2, Cambérène 1, Diamniadio 1, Kaolack 1, Liberté 2 1, Médina 1, Ouest Foire 1, Tivaouane 1 et Zone B 1. 23 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 3 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. Aucun décès n'a été enregistré ce samedi 21 novembre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 15 882 cas ont été déclarés positifs, dont 15 488 guéris, 330 décédés et donc 63 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale souhaite un prompt rétablissement aux patients retenus dans nos services et à ceux qui sont également suivis dans nos domiciles. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. C'était Dr Mamadou Ndiaye qui nous faisait le point sur l'évolution de la pandémie de Covid-19 au Sénégal. Venons-en à la présidentielle au Burkina Faso. Les Burkinabés votent depuis ce matin. Qui des 13 candidats sortira vainqueur à l'issue du décompte des voix? Cheikh Tidiane Dièye pense que le candidat sortant, Roch Marc Christian Kaboré, a une longueur d'avance sur les autres. Le docteur en études du développement, très attentif à ce qui se passe dans cette partie de l'Afrique, ajoute que le candidat sortant bénéficie de l'effet de recomposition politique jusqu'ici non encore achevé dans ce pays de l'homme intègre, ainsi que ses positions courageuses dans le combat contre l'insécurité. Cheikh Tidiane Dièye était l'invité de Baye Omar Gueye dans Objection de ce matin. Je vous propose de l'écouter. Alors, l'élection, vous l'avez dit effectivement, ce sont des élections générales. C'est le système politique burkinabé. Ce sont les acteurs politiques qui, ensemble, ont pensé devoir réorganiser leurs pratiques et leur appareil politique comme cela, pour des raisons certes, parce que c'est un pays qui n'a pas beaucoup de moyens pour pouvoir économiser de l'argent, effectivement, et aussi donner un peu plus de visibilité et de lisibilité. Il y a une certaine cohérence derrière ce choix, parce que celui qui pourrait être élu président de la République pourrait aussi mesurer sa légitimité en tant que président par rapport au nombre de sièges qu'il aurait à l'Assemblée nationale. Si le peuple, par exemple, lui donne les moyens, le levier de l'exécutif pour travailler et qu'il ne lui donne pas le législatif, on pourrait effectivement voir que le peuple a coupé la poire en deux et qu'il voudrait les obliger au dialogue, à la discussion. Si le peuple lui donne tout ensemble, ce serait lui dire on vous donne tous les coups de franche, tous les leviers de commande pour que vous puissiez dérouler pendant les 5 prochaines années. Le candidat peut être élu sans pour autant avoir l'assurance justement d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Oui, absolument. Et ça ouvrirait de fait un espace de négociation, de discussion pour pouvoir stabiliser son action politique. Il serait obligé à ce moment-là de discuter avec les autres acteurs de l'opposition. Il y a encore une marge d'éviter la cohabitation pour celui qui passerait. Oui, mais mon hypothèse, en regardant le Burkina de ce que j'en sais, c'est que je ne veux pas faire de la météo, on attendra tranquillement les résultats de l'élection, mais je ne vois pas Roch Marc perdre cette élection. Je le vois probablement même passer au premier tour pour de très très nombreuses raisons. Son bilan pour vous il y a une partie c'est son bilan, aussi lié au phénomène de recomposition politique. Le Burkina Faso a eu les troubles de la dernière fois suite au départ de Compaoré, la restructuration de l'espace politique, le fait que le parti de Compaoré n'a pas été partant à l'élection passée en 2015 et que maintenant ce parti revient devant de la scène. Et que celui qui incarnait l'opposition jusqu'ici, Zéphirin Diabré, qui pourrait justement aussi perdre, en tout cas ça se discutera maintenant, cette place de leader de l'opposition, puisque
le parti de Compaoré avec Ngoïba, même s'il n'est pas encore très réintroduit dans l'espace, c'est un parti qui a géré le pays pendant de longues années et qui reste encore assez implanté dans les cœurs et dans l'espace territorial dans certaines dimensions du pays. Donc, lorsque vous avez un processus comme ça, l'une des chances de Roch Marc Kaboré, c'est aussi probablement le fait que la crise sécuritaire que traverse le pays peut être un atout pour lui, parce que beaucoup de Burkinabés l'ont vu à l'œuvre, même s'il n'a pas réglé les problèmes, même s'il y a encore beaucoup d'attaques et de pertes en vies humaines, contrairement peut-être à d'autres pays comme le Mali qui n'a pas su convenablement gérer, on le voit au front, et sa posture qui consistait à dire il ne négociera pas avec les terroristes a été quelque chose. C'était l'analyse de Cheikh Tidiane Dièye sur la présidentielle au Burkina Faso. Le docteur en études du développement était l'invité de Bayo Gueye dans Objection de ce matin. Objection, une émission que vous pouvez réécouter en intégralité sur www.sudfmsenradio.com. Près de 6 500 000 Burkinabés votent donc depuis ce matin pour des élections couplées présidentielles et législatives à l'école Sondogo A, où était notre correspondant Mathieu Somda. Le vote se déroule dans le calme dans les 7 bureaux de vote qu'abrite cette école. Suivons son reportage. Roman Seb, je suis le président du bureau de vote numéro 1 de l'école Sondogo A. Bon, pour le moment, je dis que le scrutin se déroule bien. Les gens sont un peu compréhensifs. À l'école Sondogo A, côté ouest de la capitale Ouagadougou, vote des Burkinabés dans 7 bureaux de vote. Un vote qui a débuté avec un léger retard au bureau de vote numéro 7. Les urnes scellées et toutes les vérifications faites, le président de ce bureau de vote autorise les électeurs à entamer le vote aux environs de 6h15. Bonjour. On dit aux gens de ne pas manipuler les portables dans la salle. Vous nous excusez pour ça. Lassane Kaboré ouvre le bal au bureau de vote numéro 7. Le vote se fait par type d'élection. Il reçoit le bulletin de l'élection présidentielle après la vérification de son identité par les membres du bureau de vote. Dans l'isoloir présidentiel, il opère son choix et met le bulletin dans l'urne présidentielle. Il en fait de même pour les élections législatives. Après avoir accompli cet acte citoyen, il se confie, et je cite, « Je vote pour l'avenir de mon pays, je veux la paix et la sécurité », fin de citation. Pour l'instant, tout se déroule bien à l'école Sondogo A, où des kits de lave-mains et de gel sont disponibles, mais l'usage du cache-nez n'est pas systématique dans ce contexte marqué par la maladie à coronavirus. En rappel, plus de 6 millions de Burkinabés votent aujourd'hui sur le territoire national, sauf dans quelques zones à fort défi sécuritaire. Mathieu Somda, depuis Ouagadougou pour Sud FM. Merci beaucoup Mathieu Somda. Les Burkinabés qui votent donc pour élire leur nouveau président parmi les 13 candidats en lice, dont le président sortant Roch Marc Christian Kaboré, mais aussi leurs 127 députés qui vont donc les représenter à l'Assemblée nationale. Et puis Front social au Mali, la transition fait face à une panoplie de revendications déposées sur sa table. Cette semaine a été marquée par quelques mouvements de grève après l'échec de négociations entre l'Union des travailleurs du Mali et le gouvernement. La centrale envisage un autre arrêt de travail. Les détails avec Sori Ibrahim Maïga. Les revendications de l'UNTM ne sont pas nouvelles. Elles portent notamment sur le cas des travailleurs compressés, salariés des anciennes entreprises d'État nationalisées à partir des années 80, mais aussi sur l'harmonisation des grilles indiciaires à partir desquelles sont calculés les salaires des fonctionnaires, ainsi que sur les primes et indemnités accordées à certaines catégories comme les magistrats et les enseignants. Chose que les juges qualifient de haine et de violence à leur encontre dans un communiqué publié en date du 20 novembre 2020. Après la mise en exécution de leur menace d'aller en grève le mercredi 18 novembre au vendredi 20 novembre, la plus grande centrale syndicale du Mali, l'Union nationale des travailleurs du Mali, prévoit un autre arrêt de travail de 5 jours, nous indique une source proche du mouvement.
L'UNTM n'est pas la seule à faire la grève. Les surveillants de prison également ont observé une grève entre le mardi 17 novembre et vendredi 0 heure. Ils demandent l'amélioration des conditions de travail des agents de prison et l'application de certaines primes accordées par l'État. Pour beaucoup, ces mouvements de grève constituent une épine dans les pieds de la transition et ils urgent d'y trouver une solution rapidement. D'autres même appellent les autorités de la transition à changer de posture face au front social en ébullition. Des négociations sont encore prévues entre les parties très bientôt. Sori Ibrahim Maïga, Bamako, Sud FM. Merci beaucoup, Sori Ibrahim Maïga. 12 heures passées de 28 minutes, place à la rétrospective des faits marquants de la semaine avec Odile Minkilan. Bienvenue dans la rétrospective des faits saillants de la semaine. Une semaine marquée par la maladie mystérieuse qui frappe les pêcheurs sénégalais rentrés de haute mer. Beaucoup de zones côtières sont touchées. À Thiaroye, ce 18 novembre, le poste de santé est très petit pour accueillir les malades. Elhadj Moussa Thiam. Des lèvres fendues, couvertes de boutons, le visage tuméfié par de gros boutons, des démangeaisons sur toutes les parties du corps. Telle se manifeste la maladie mystérieuse chez les 135 jeunes pêcheurs trouvés à même le sol dans le poste de santé de Thiaroye-sur-Mer. Chacun y va de son commentaire sur l'origine de la contamination qui reste inconnue. Une équipe du ministère de la Pêche dépêchée pour enquêter les jeunes afin de détecter l'origine de la pollution qui a occasionné la contamination. Pour le chef de service départemental de la pêche, l'origine pourrait être dans la zone de pêche de Gorgui, car la plupart des pêcheurs infectés y ont effectué un déplacement. Les zones de pêche aussi ont été détectées parce que la plupart de ces pêcheurs aussi pêchaient dans une zone de pêche appelée Gorgue. Maintenant, cette zone de pêche se situe entre hauteur de Rufisque, Bargny et Mbour. Donc c'est presque un triangle qui se situe à ce niveau. Donc la plupart de ces pêcheurs interrogés étaient en pêche dans cette zone. Le poste de santé de Thiaroye, trop petit pour accueillir les 184 personnes recensées. Le chef de service de pêche lance un appel pour l'ouverture d'un centre d'accueil provisoire. Les catastrophes écologiques liées à la pollution sont très fréquentes dans la banlieue ces jours-ci. Une forte mortalité de poissons dans le marigot de Mbao, le déversement des eaux usées sur la place de Anne-Montagne, s'y ajoute la maladie mystérieuse dont l'origine n'est toujours pas définie. Le 20 novembre, les ministres de la Santé, de la Pêche et de l'Environnement étaient au chevet des pêcheurs malades de Thiaroye, Mbao et Rufisque. Dans la nuit du 16 au 17 novembre, le marché Ocas de Touba a pris feu. Des dégâts matériels importants sont enregistrés. 13 centres commerciaux au total sont touchés. Une enveloppe financière de soutien du chef de l'État a été remise aux sinistrés ce 20 novembre par le ministre de l'Intérieur Antoine Félix Abdoulaye Diome. Il a annoncé que le marché Ocas de Touba sera réhabilité. Le président de la République a tenu à ce qu'une forte délégation se dépêche sur Touba pour apporter soutien, réconfort, mais une assistance qui puisse permettre d'accompagner les personnes qui ont été donc affectées par ce douloureux événement. Le président de la République a décidé, suite à ce qui est arrivé à Touba, de faire en sorte qu'après l'évaluation des causes qui ont été à l'origine du sinistre, de faire engager des travaux en vue de moderniser, comme cela d'ailleurs est en cours dans plusieurs autres localités du pays, dans le cadre d'un vaste programme de modernisation des marchés. Après l'évaluation qui sera coordonnée par le gouverneur de région et les services centraux de l'État, les travaux vont en rapport avec la concertation du calife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Les deux autorités, après concertation, le président va annoncer ce qui sera fait dans le cadre donc de cette initiative qui consiste à rénover, à mieux faire
et à faire en sorte que lorsque vous serez dans vos lieux de travail, que vous ne vous sentiez plus dans un sentiment d'insécurité. Le 18 novembre, le président de la République, lors du Conseil des ministres, a décidé de la création du Conseil national pour l'insertion et l'emploi des jeunes avant fin décembre. Il a aussi validé le prix du kilogramme de l'arachide aux producteurs à 250 francs. En politique, le 19 novembre, Idrissa Seck a été officiellement installé à la tête du Conseil économique, social et environnemental. Adjifatou Bari. C'est un Idrissa Seck très en forme et très taquin qui s'est présenté ce matin au Conseil économique, social et environnemental pour son installation officielle à la tête de l'institution de la République. Le tout nouveau président du CSE compte continuer sur la même lancée que ses prédécesseurs, dont la sortante Aminata Touré. De feu maître Léon Boissier-Palan à Madame Aminata Touré, en passant par d'autres illustres figures, je voudrais dire à tous ses prédécesseurs que c'est sur les fondations de leur legs que j'entends continuer à mener avec l'ensemble des conseillers et membres du personnel ma mission. Concernant les supposés licenciements abusifs au sein du CSE, Idrissa Seck donne sa version et rétablit les faits. Avec ses 120 conseillers, Idrissa Seck s'engage à trouver des solutions aux problèmes les plus urgents, à savoir le phénomène de l'immigration clandestine qui a repris de plus belle et la crise de Covid-19 qui a mis à mal notre économie. En sport, le 16 novembre, le président de la Fédération sénégalaise de football a officialisé sa candidature pour la présidence de la CAF. Maître Augustin Senghor, motivé par ses pairs, dit être prêt pour relever le défi. Je confirme ce jour que ma candidature au poste de président de la CAF et me permet de pouvoir annoncer, sous réserve du résultat du contrôle d'éligibilité exercé par les organes compétents, que je suis candidat pour diriger la CAF pour les 4 prochaines années, menant à l'horizon 2025. Cette décision est la conjonction de différents facteurs. Un grand nombre de présidents de fédérations m'ont sollicité avec beaucoup d'insistance durant les jours précédant la date limite pour que je porte ma candidature au plus haut poste de l'instance dirigeante du football continental. Je dois dire aussi que je n'ai pas été insensible à cette marque de considération et de confiance de mes pairs africains. Il est également bon de rappeler qu'avant cela, il est souvent arrivé que des acteurs du football africain me suggèrent d'envisager et de me préparer à une telle candidature. Le contexte actuel au sein de l'institution aidant, les sollicitations se sont multipliées et sont devenues plus pressantes au fur et à mesure que le terme du délai de dépôt des candidatures se rapprochait. C'est tout pour la rétrospective des faits saillants de la semaine. Rendez-vous la semaine prochaine. Adjifatou Bari. À 12h passées de 35 minutes, c'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. La localité de Diakha, dans la commune de Bandafassi, se dote enfin d'un centre secondaire d'état civil, une vieille doléance des populations satisfaites avec pour objectif final visé d'ici 2021, 0 naissance, 0 décès et 0 mariage non déclaré. Benoît Sambou, le président de la Commission nationale du dialogue des territoires, porte le plaidoyer des jeunes de Ziguinchor. Pour lui, l'ambition de ces jeunes ne doit plus être que de conduire des motos Jakarta, d'où son appel aux autorités étatiques à les accompagner pour mieux développer leur localité. Un jour de vote au Burkina Faso, des Burkinabés appelés à élire leur nouveau président ainsi que leurs représentants à l'Assemblée nationale. Le docteur en études du développement, Cheikh Tidiane Dièye, donne son pronostic et estime que le président sortant, Roch-Marc Christian Kaboré, a une longueur d'avance sur les 12 autres candidats. Il était l'invité de Bayoumar Gueye dans Objection de ce matin. La rétrospective des faits marquants de la semaine avec Odile Minkilan a bouclé ce Sud Midi, mise en onde par Pape Abdoulaye Dièye. À 13h, retrouvez Khady Sène pour l'édition en Wolof. Merci de nous avoir suivis et gardez l'écoute sur Sen Radio.